Salut les mécamaniacs, la nouvelle merguez est arrivée. Enfin, Alfa Romeo, je voulais dire, vous avez tous compris. Elle est belle, elle est rouge. As-tu deviné ce que c'est? Et voilà, c'est une Giulietta. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Les commentaires lors de la vidéo des 10 000 abonnés allaient plus vers une Brera V6. Je crois que c'est celle qui arrivait en tête quand j'avais regardé. Et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une Brera V6. Mais pour la chaîne, ça dépend aussi de l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur un moment donné? Parce que bien entendu, tu te doutes bien que si j'achète une voiture pour la chaîne, ça ne sera pas une voiture nickel. Et si j'achète pas une voiture nickel, bah faut que le prix y soit. Donc j'ai acheté ce véhicule un petit peu sur un coup de tête. Ce qui a fortement joué, c'est qu'elle était rouge et c'est que c'est une belle finition. Bien entendu, vous avez tous compris, un petit peu d'autodérision. Cette voiture n'est pas une merguez parce que c'est une Alfa Romeo, c'est une merguez parce que celle-ci est une belle merguez et tu le verras bien. Cette vidéo ne sera pas juste une présentation, ça sera également une sorte de guide d'achat. Je te montrerai ce que j'ai acheté et ce sur quoi toi tu pourrais éventuellement tomber. Et ça pourrait être un sacré traquenard pour certains, parce que là c'est un sacré morceau. Alors dans cette vidéo, je le précise dès le début, tout ce que je pourrais dire n'a en aucun cas le but de faire des reproches aux vendeurs ou au centre de contrôle technique qui aurait pu passer ce véhicule. C'est pas du tout le but, c'est plus comme un genre d'avertissement et aussi pour présenter le projet pour la chaîne bien sûr. Donc on va déjà faire un premier tour du véhicule ensemble. Donc la carrosserie n'est pas super propre, il n'y a rien de tragique, mais tu vois en bas par exemple ici il y a une éraflure. Là, on peut deviner quelques problèmes d'alignement. Les feux, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, ils sont un peu mat. Ils ont été rénovés, mais ça a été très mal fait. J'aurais préféré limite des feux mat. Oh, regarde. Là, tu as une trace. Là, tu as une trace. Pareil, là, il y a des traces de ponçage. Donc, non seulement c'est pas fini, parce qu'il faudra faire quelque chose pour avoir un résultat un peu mieux. Mais en plus, il y a des trucs qui ont été abîmés autour. Donc à la limite, j'aurais préféré que ça ne soit pas du tout rénové. Au contrôle technique, il était indiqué que les phares avaient un défaut, sans contre-vide bien sûr. Donc je ne sais pas si ça a été fait après, parce que là, pour le contrôle technique, il n'y a rien à redire. Donc bon, ça fait partie des défauts mineurs. On a la calandre qui est entière, ce qui est pas mal. Bon, le véhicule est assez sale, il était plus propre que ça quand je l'ai acheté. Pareil, de ce côté-là, on peut voir des éraflures. C'est une belle finition. Un truc qui n'était pas noté au contrôle technique. Regarde, là tu devines un petit souci. Et si tu te penches, si tu t'attardes bien dessus, tu vois qu'en dessous du bas de caisse, c'est enfoncé. Et je t'avoue que j'ai du mal à croire que le mec au contrôle technique l'ait pas vu. Ça reste des professionnels quand même. La poignée ici, bon, les poignées c'est un souci apparemment sur les Giulietta. Tu peux voir que là c'est pas terrible, il y a un souci avec le joint ici. Je sais pas si ça a été bricolé ou remplacé ou... Bon, savoir, ça c'est pas dramatique. La portière arrière a été repeinte et c'est très mal fait. Je sais pas si tu verras ça en vidéo ici. C'est vraiment dégueulasse. Moi je considère que c'est à refaire. Par là, tu peux déjà voir que le vernis commence à se barrer. Voilà. Et en plus ici on a un joli pet. Bon, c'est pas dramatique. Ça sera à refaire. Au niveau de la trappe, je pense qu'il y a un souci aussi. Ça me paraît pas tout à fait conforme. Bon, pareil, c'est pas dramatique. Il y a pas mal de rayures sur tout le tour. Ce qui est bien, c'est que les LED, autant à l'avant qu'à l'arrière, toutes les LED fonctionnent.
C'est aussi un souci récurrent sur les Giulietta, donc là tout marche, c'est bien. Tu ne verras pas forcément, elle est sale, il y a un petit peu de petites rayures, enfin, un peu partout, mais ça c'est pas le plus gros des soucis. Hein. Ici on a un petit poc, bon ça c'est récupérable sans peinture, c'est pas très grave. La poignée conducteur, ça bouge. Bon, c'est pareil, c'est pas dramatique, mais quand Alfa Romeo te dit qu'il vise le segment premium, voilà quoi. Là dans la main, j'ai le contrôle technique du véhicule. Quand tu achètes un véhicule, franchement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un bon indicateur de l'état du véhicule. Entre les centres qui avaient la flemme et qui ne voient pas tous les défauts, entre le centre où le mec connaît le proprio et du coup il est un peu plus sympa sur le rapport, et carrément les cas où c'est du soudoiement, hein, du pot de vin pour avoir un contrôle propre, franchement, il ne faut vraiment pas se fier au contrôle technique lors de l'achat d'un véhicule. Bien entendu, si tu achètes un véhicule, même si le véhicule ne passe pas au contrôle technique, c'est bien d'avoir ce papier-là. Et même si tu vends un véhicule, c'est bien de faire le contrôle technique, même s'il a une contre-visite, tu peux quand même vendre ton véhicule, c'est pas un problème. Et donc, lors de l'achat, moi, personnellement, le contrôle technique, il me sert juste à une chose, c'est à attirer mon attention sur les points qui sont notés. C'est pas parce qu'un truc est pas dessus qu'il n'y a pas de problème. C'est pas parce que le contrôle est complètement vierge que le véhicule est vraiment en parfait état. Avant qu'on passe à la suite, petite devinette, maintenant que tu as vu un petit peu la finition, tu penses que c'est quoi comme moteur? Là, je te propose de mettre sur pause et de mettre un commentaire, juste par curiosité. Allez, on ouvre le capot. Et voilà, c'est un turbo essence, 1,4 litre turbojet, 120 chevaux. J'espère que vous n'êtes pas déçus, peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à un TBI, voire un 2.0 JTD. Alors, ce véhicule était beaucoup moins cher que le prix du marché, mais pour une bonne raison, en fait, le moteur consomme de l'huile. Enfin, c'est ce que a annoncé le vendeur, ce qui est déjà bien, parce que dans bien des cas, la consommation de l'huile, un vendeur peut relativement facilement le dissimuler. À court ou moyen terme, il y a des moyens de dissimuler ça. Donc moi, il me l'a dit, donc déjà c'est un bon point. Mais on va le voir ensemble, c'est loin d'être le seul souci de ce véhicule-là. Alors quand tu as un moteur comme ça devant toi, déjà ce que tu peux chercher dans un premier temps, c'est des fuites d'huile. Et ici, des fuites d'huile, il y en a. Je sais pas si tu verras, ici il y a une belle fuite d'huile. Par là, il y a une belle fuite d'huile. Si tu mets la main en dessous, tu vas la ressortir toute grasse. Là, j'ai pas envie de me dégueulasser, mais j'y avais mis la main quand je suis allé la voir. Et il y a une bonne fuite d'huile. Ce qui, dans le cas présent, peut être une bonne chose. Parce que si c'est une fuite externe du moteur, c'est peut-être pas la segmentation. Alors, ici, on peut voir une autre jolie fuite d'huile. Et ça fuit bien. Je crois que ça fuit par en haut ici. Peut-être du séparateur d'huile. Je pense que c'est un séparateur d'huile. Je vais pas encore démonter, on verra après. Et donc là, tout le dessus de la boîte de vitesse est carrément immaculé. Pour la fuite d'huile, le vendeur suggérait que c'est un problème de joint de queue de soupape. Le petit souci, c'est que c'est un moteur qui a eu la distribution cassée, qui a été refait. Il y a pas mal de factures. Et toute la culasse est passée par une entreprise spécialisée qui refait des culasses. Et donc ils ont changé, je ne sais plus, plusieurs soupapes, 2 ou plus. Du coup, ça m'étonnerait fortement qu'ils aient remonté ça avec des vieux joints de queue de soupape. Pour le peu que ça coûte, si la société a remonté des vieux joints de queue de soupape, j'ai pas de mots. Dans ce moteur, le risque, c'est que la consommation d'huile soit causée par une segmentation en fin de vie. Donc moi j'ai acheté ce véhicule en étant conscient que ça pouvait être ça. En principe, une fuite d'huile, c'est indiqué au contrôle technique et c'est une contre-visite. Est-ce que c'est indiqué dans le rapport de cette voiture-là? Bien sûr que non. Une autre chose intéressante à voir, c'est d'évisser le bouchon de remplissage d'huile et de regarder à l'intérieur.
Et là, c'est pas joli. On voit que c'est tout noir, on a plein d'huile carbonisée. C'est que c'est un moteur qui n'a pas été entretenu au top. Pour comparer, ici on a mon autre T-Jet que j'ai déjà depuis plusieurs années et sur lequel je fais des vidanges très régulièrement. Et regarde, ici tu as une coloration due à l'huile, du métal, mais c'est pas du tout noir comme dans l'autre. Dans l'autre c'est vraiment noir cramé. Donc ce moteur a été entretenu selon les recommandations du constructeur, donc à peu près tous les 30 000 km. Ce qui est une hérésie complète dans le cas d'un moteur comme ça. Là on a le livret constructeur de la Giulietta. Plan d'entretien pour les moteurs 1,4 litre turbo essence et les multi-air. Et là, on a vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile. Tu as tous les 30 000 km, ce qui fait franchement beaucoup. Ou tous les 24 mois. Mais tu as un petit genre d'astérisque. Ce petit truc-là, je pense que déjà personne ne le lit. Si la voiture est utilisée le plus souvent pour des parcours urbains et de toute façon avec un kilométrage annuel inférieur aux 10 000 km, il est nécessaire de changer l'huile du moteur et le filtre tous les 12 mois. Donc déjà, pour la plupart d'entre nous, on utilise les véhicules plus ou moins dans des parcours urbains. Déjà sur ce point, on va plus tendre vers les 10 000 km. Et en plus, la mention, je ne sais pas si c'est un délire de traduction, c'est écrit inférieur aux 10 000 km, comme si c'était aux 10 000 km préconisé. Alors que plus haut, c'est 30 000. Mais ça, il faut le savoir que ça peut changer selon les pays. Selon les pays, tu as différentes préconisations. En plus, c'est clairement une aberration, parce que bon, 10 000 km, ça veut dire quoi? Si dans l'année, j'ai fait 10 500, je peux tirer jusqu'à 30 000. Par contre, si j'ai fait 9 000, il faut que je la change. Elle est où la logique? Si tu as un T-Jet comme ça, moi, ce que je te recommande, c'est tu fais les vidanges tous les 10 000 km, point barre. Donc, la base, ça sera de vérifier le niveau d'huile et la propreté de l'huile. Tu sors une fois, tu l'essuies. Ici, étonnamment, on n'est pas si mal que ça. Quand on prend en compte la gueule du moteur, l'huile n'est pas limpide, hein, mais j'ai largement vu pire. Si tu vas voir un véhicule et que quand tu tires la jauge, tu n'as même pas le minimum, ne l'achète pas. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'aller voir un véhicule en vente. Et quand tu tires la jauge, il y a à peine de l'huile au bout. Donc, autant te dire que le moteur, il doit être dans sacré bon état. Dans celle-là, le niveau est bon. Je vais sûrement rouler un petit peu et puis je vais refaire une vidange pour rincer toute cette merde. Ça va aussi être intéressant de jeter un œil là-dedans. Là, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai fait tourner le moteur. Mais il faut surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas de traces d'huile. S'il y a des traces d'huile, ça peut révéler un problème de joint de culasse. Puis donc, tu inspectes un petit peu tout. Tu peux inspecter aussi les joints ici. Ça, c'est très intéressant à voir. Souvent, quand un véhicule a été accidenté, les joints, ils sont pas super bien faits. Parce que c'est très dur à refaire. Parce que ça, c'est un truc qui doit être fait probablement par des machines. Alors, une fois que c'est refait dans un garage, bah, c'est jamais aussi propre que d'origine. Donc, ça peut révéler un véhicule accidenté. Là, on va jeter un coup d'œil sur le liquide de frein. Je sais pas si tu vois. C'est noir comme du goudron. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que sur les factures, bah, c'est écrit que ça a été changé il y a au moins 4 ans, voire même avant. Donc, moi, j'en doute fortement. Moi, je pense que ce truc-là, il a tout simplement jamais été changé. On va aller faire un tour à l'intérieur. L'intérieur, il est beau. Et pas trop abîmé. Bon, pas trop abîmé, c'est relatif. Parce que le cuir, à mon avis, il n'a jamais été entretenu. Donc, il va sûrement falloir reteinter ça. Le volant, curieusement, est très bien. La poignée côté passager est abîmée. Et de ce que j'ai pu voir dans les factures, je crois que ça avait déjà été mentionné à la concession, mais il faut croire qu'ils ne l'ont pas remplacé. Donc je vais sûrement remplacer ça parce que c'est dégueulasse quand même. De ce côté-là, elles sentent pas trop mal.
Elle est abîmée un peu au bout, quoique même pas. Ça a l'air propre. Le plastique ici qui colle, bah, ça ne nous changera pas de la 159. Donc on verra ce qu'on peut faire avec ça. La planche de bord n'est pas particulièrement abîmée. Le volant est bien. Ça, c'est pété. Ça tient pas. Et ce petit machin, ça vaut un peu plus de 100 balles. C'est cool, hein? La boîte à gants qui s'ouvre sur le tableau de bord, elle est pétée aussi, bien sûr, elle s'ouvre pas. Elle tient pas. Donc ça, c'est pareil, je crois que ça vaut à peu près 150 balles. Donc on verra si on peut réparer ça, parce que mettre 150 balles juste pour ça, c'est pas mon trip. Donc tu peux voir que la finition est vraiment chouette. C'est aussi l'une des raisons qui a fait que malgré ces nombreux problèmes, j'ai acheté ce véhicule-là. Petit pédalier alu. Lors du premier essai du véhicule, je trouvais que la boîte marchait vraiment super bien. J'étais étonné, surtout que dans les véhicules du groupe Fiat, souvent les boîtes sont un peu accrocheuses, et là je trouvais que ça marchait particulièrement bien. J'ai juste entendu un petit souci avec la butée, elle fait un petit bruit, je te ferai peut-être voir tout à l'heure, quand je ferai une vidéo sur le sujet. Quand je suis revenu avec le véhicule, je trouvais que certains rapports accrochaient un peu, particulièrement la première. Et malheureusement, j'ai aussi remarqué quand tu passes ici avec le DNA en mode dynamique, tu as un joli claquement du volant moteur. Donc un autre truc à faire, embrayage plus volant moteur. Bon, à l'arrière, il n'y a rien de particulier à dire. Ici un petit défaut, mais c'est pareil, c'est pas dramatique. Le cuir n'a pas plus été soigné qu'à l'avant, donc il faudra passer du produit et réparer quelques petits dégâts. Notamment de ce côté, il y a un truc assez moche, tu vois, il faudra voir comment on peut réparer ça. T'as cru que c'était fini? Bah non, bien sûr que non. Alors imagine le mec qui croit il y a juste 2-3 petits trucs à faire, il achète ça. Imagine la douille, la belle douille. Alors le contrôle technique indique pneumatique, usure anormale ou présence d'un corps étranger, avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, donc les 4 pneus. Et ça c'est noté en défaut mineur. À l'avant, les pneus ont été changés, c'est des pneus neufs, et ça pourrait être une bonne nouvelle, mais ce n'en est pas du tout une. La marque des pneus, c'est Fortune. Alors à mon avis, c'est pour te souhaiter bonne fortune pour rouler avec ça. C'est vraiment des pneus très très bas de gamme, avec des performances très médiocres. Donc à mon avis, sur chaussée humide, ça va être Holiday on Ice. Donc je te déconseille fortement de mettre des pneus chinois de ce type-là sur ton véhicule. Là, j'ai regardé sur internet, ça vaut à peu près dans les 66 €. Et pour 10 balles de plus par pneu, tu peux avoir par exemple du Falken avec un indice A pour ce qui est du roulage en conditions humides. Donc bien sûr, les indices qu'on a sur les pneus, c'est très discutable, j'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo. Mais dans tous les cas, ça sera des pneus beaucoup mieux que ça. Au final, pourquoi? Pour 20 balles de plus pour 2 pneus? Franchement, jamais prendre ce genre de choses, quoi. Donc ces pneus, ça reste en attendant, mais ça va dégager. Concernant les disques, alors c'est là que c'est très très marrant. Je ne sais pas si avec la vidéo, tu vois, ils sont un chouï usés, mais juste un chouï. Bon, les plaquettes, ça va encore. Mais par contre, les disques, j'ai pas la revue technique de ce véhicule, mais normalement, l'usure du disque, c'est à peu près, la tolérance, c'est jusqu'à 1 mm, 1,2 mm. Et après, il faut les remplacer. Ici, on est à plus de 2 mm. Donc les disques, c'est poubelle. Et d'ailleurs, quand tu conduis le véhicule, tu sens une horrible latence quand tu freines. Ça freine relativement bien, mais entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où la voiture freine, tu sens clairement une latence. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont marqué au contrôle technique pour les disques? Donc, ils ont marqué tambour et disque de frein, donc ils ont marqué les 4. Et ils ont marqué légèrement usé. Sérieusement, légèrement usé. À l'arrière, on a le même genre de délire avec le disque, mais je dirais que c'est moins pire. Est-ce qu'ils sont aussi légèrement usés, ceux-là? Si entre-temps je reçois les RTA, je te dirai c'est quoi l'usure. Là j'ai mesuré ça à l'arrache, mais j'avais déjà mesuré ça avant et j'obtenais à peu près le même résultat. Donc on est à 1,2 mm. On doit être à la tolérance ici. Par contre, la plaquette, je ne sais pas si tu vois, elle n'est pas encore trop mal. Sûrement qu'à un moment, au lieu de changer les plaquettes et disques, ils ont voulu faire des économies, ils ont changé juste les plaquettes. Et voilà le résultat, il faudra tout changer.
Alors, en voyant les pneus arrière, je me suis un petit peu réjoui parce que j'ai vu que c'était des Goodyear. En plus, ils dataient de 2018. Donc, ils sont un peu usés, mais je me suis dit c'est cool. Et là, en regardant de plus près, tu regardes là. Bon, c'est pas top. On va dire ça passe. Ici, un autre endroit. Et par contre, là en bas, on voit presque la carcasse. C'est chouette. Je sais pas si tu vois. Là, on voit un bout de carcasse. Et donc là aussi, on n'a pas de contre-visite. Enfin, pas que je sois particulièrement pour la contre-visite, mais... Alors, je sais pas si techniquement, ça mérite une contre-visite. Mais en tout cas, pour moi, le pneu, il est à la poubelle. D'ailleurs, si tu bosses dans un centre de contrôle technique et que tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire, s'il te plaît, est-ce que ça, normalement, ça va en contre-visite? Ça me paraîtrait assez logique. Et là, de ce côté-là, ils ont par contre aussi noté tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension, donc arrière droit. Détérioration d'un silent block. Alors j'ai regardé au premier abord, j'ai rien vu. Il faudra que je regarde plus précisément. En tout cas, j'avais levé le véhicule pour voir si c'était pas dangereux. Il n'y a pas énormément de jeux. Il faudra voir ça, mais ça sera un tutoriel. Bon, au niveau du coffre, il n'y a pas grand chose à dire. On a un radar de recul, les 4 capteurs fonctionnent, c'est déjà pas mal. Là, on a déjà des petites pièces pour les premiers tutoriels. La roue de secours est bien présente avec le cric. La lampe fonctionne, c'est que la serrure ne doit pas être cassée. C'est déjà une bonne chose. On a de la chance, les ampoules LED semblent fonctionner. Bon, ça clignote sur la vidéo, hein, mais je t'assure qu'elle fonctionne bien. Celle-ci également. Et à l'avant, elles fonctionnent également toutes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça, c'est un problème récurrent sur ces voitures. Alors, juste un rapide bilan. Si tu fais le tour, ce qu'il faudra compter au minimum, c'est les 4 freins, donc avant-arrière, sûrement 1 voire 2 bras de suspension à l'arrière, au minimum 2 pneus, voire les 4, pour moi ça sera les 4, un embrayage, voir s'il n'y a pas un souci de boîte, voir pour la fuite du moteur, et ça c'est vraiment pas gagné, ça peut coûter pas mal de sous, éventuellement une peinture de la porte arrière, le bas de caisse à réparer, et puis les différentes finitions à l'intérieur, et également les poignées à l'intérieur. Si tu fais faire ça par un pro, si tu fais la somme de tout ça, ça te fait déjà un sacré billet. Maintenant, imagine que tu as acheté ça en te disant je vais mettre quelques centaines d'euros et ça va le faire. Alors, comme tu te doutes, les réparations qu'il y a à faire sur ce véhicule, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Le véhicule, je l'ai acheté entre autres pour faire des tutos sur la chaîne. Donc ça me paraît un véhicule plutôt approprié vu les choses qu'il y a à faire et puis on va sûrement en découvrir d'autres. Si à un moment il faut faire la segmentation, je la ferai. Si le moteur casse, on mettra plus gros. Et là tu es en train de te dire j'espère qu'il va casser. Pas moi. Et puis à terme, ce que j'aimerais faire de ce véhicule-là, c'est tout simplement un daily plutôt sympa pour la famille. Je pense que ça remplira bien son rôle une fois terminé. Donc j'espère que ce projet-là te plaît. J'espère que tu seras là pour voir les vidéos et l'évolution de tout ce qui va se faire sur ce véhicule. Donc j'attends vos commentaires, vos suggestions et pourquoi pas vos conseils aussi par rapport à ce véhicule. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce. Pour aider au développement de la chaîne, tu peux cliquer sur le bouton merci en dessous de la vidéo. Pour t'abonner, c'est ici. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, et en attendant, tu peux aller voir l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!